16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe. En écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. L'auteur de ces phrases, un des grands poètes de la chanson française, nous fait l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de Radio J pour fêter, car la vie est une fête. 50 ans de carrière qu'il n'a pas vu passer, 50 ans de bonheur et de chansons. Il est avec nous pour nous parler de la sortie le 21 avril dernier de ce coffret intégral de 16 CD, chemin d'écriture chez Bayard Musique, avec dedans les albums originaux, des reprises, des duos, un concert imaginaire et quelques inédits, d'un livre sorti le 5 mai à l'Archipel contenant l'intégralité de ses textes enrichis de commentaires de l'auteur sur chaque chanson, et de ce concert vendredi 19 mai aux Folies Bergères à Paris. Monsieur Yves Dutheil est avec nous aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Yves Dutheil. Bonjour. Ou devrais-je dire Monsieur le maire, ça se dit toujours ? Oh non, en fait, c'est pas comme les ministres où on dit toujours Monsieur le ministre, on dit Monsieur le Premier ministre. Non. Vous avez été maire pendant 25 ans. Non, oui, 25 ans. C'est mon chemin de 4 mandats. On va non pas de 4 mandats, mais de 4 mandats. Voilà. Merci d'être avec nous aujourd'hui, malgré vous avez appris une malheureuse nouvelle, effectivement, avec la perte d'un animal de compagnie aujourd'hui. Voilà. Donc merci infiniment d'être avec nous. On va parler effectivement de cette actualité mentionnée en introduction, mais également, j'ai lu quelque part, je n'invente rien, que vous avez pas vu passer ces 50 ans, c'est bien exact, début en 72. Oui, en fait, on s'est aperçu l'année dernière que on était rentré dans la 50e année de carrière et effectivement, ça nous avait échappé. Mais même si à d'autres ça n'avait pas échappé et que il y avait des gens qui nous suggéraient de faire une intégrale, on a repris l'idée au vol et on a commencé à travailler. Et en fait, ça fait des mois qu'on travaille jour et nuit avec une équipe formidable, extraordinaire de gens qui se sont mobilisés pour retrouver des tas de choses oubliées, perdues dans les tiroirs des ordinateurs. Enfin, c'était incroyable. 50 ans de chansons, 50 ans d'écriture, de poésie, ça fait combien de chansons créées en tout ? Est-ce qu'on a une idée ? Oui, on a une idée précise, justement, parce qu'on n'avait jamais calculé. Bon, je disais, j'étais resté à 150, en fait, on est à plus de 200. Originales, des chansons qui sont dans le coffret intégral. Sont dans le coffret, avec des versions différentes, ce qui fait que dans le coffret, il y a 370 enregistrements, parce qu'il y en a certaines qui ont fait l'objet de remixage, de réorchestration, de réenregistrement, ou d'avoir retrouvé dans nos disques durs ou dans nos tiroirs des versions maquettes, guitare seule ou à 2 guitares avec mon ami Jean-Pierre Marcellesi, avec qui j'ai beaucoup écrit, beaucoup composé. Et donc on a des chansons qui sont je dirais un peu à l'arrache, avec un dictaphone qu'on a remasterisé pour qu'elles aient tout un peu quand même une tonalité un tout petit peu plus professionnelle. Mais simplement, on n'a pas touché à l'enregistrement, puisque c'est un enregistrement unique, qu'on ne peut pas multipiste, on ne peut pas retoucher, etc. Mais par contre, on peut lui donner un peu plus de brillance, un petit peu plus de présence. C'est le CD 14, je crois, qui constitue 21 maquettes d'enregistrement. On a beaucoup cherché le titre. Le cœur à l'ouvrage. Voilà, on a trouvé le cœur à l'ouvrage, parce qu'au début on avait trouvé La Malle au Trésor, et finalement, voilà, c'est devenu le cœur à l'ouvrage, parce que ça montre à quel point l'écriture est un chemin, et combien une chanson peut avoir d'étapes avant d'arriver à sa forme définitive, parce que, je le dis souvent, parce que c'est la vérité, on peut rater une chanson à l'écriture du texte, à la composition de la musique, à l'enregistrement au studio, le tempo est pas bon, l'orchestration est trop chargée ou pas assez, le mixage, la masterisation, à toutes ces étapes, on peut se tromper. Et en fait, on voit que l'écriture est un chemin.
Et le fait de constater qu'on s'est trompé, c'est quoi? C'est quand l'artiste, l'interprète ne prend pas de plaisir à la dérouler, à la chanter, à la réécoute aussi. À la réécoute. Alors il y a l'épreuve du lendemain, il y a l'épreuve de l'année d'après, puis il y a l'épreuve des 10 ans plus tard. En fait, il y a des chansons qu'on a choisi délibérément de traiter avec des orchestrations un peu chargées, et on se dit, au fond, ça a fait un peu disparaître le texte au profit de la musique. Ce qui fait que j'ai eu envie pour certaines, par exemple, à l'abri du meilleur. J'ai trouvé que aujourd'hui, on va écouter tout à l'heure. Voilà, cette chanson méritait un dépouillement qui permet d'entendre. Et c'est ce dépouillement qu'on va écouter un petit peu plus tard dans l'émission, hein, une version piano-voix voilà. Qui est tout à fait récente. Alors on va repartir un petit peu au début pour arriver jusqu'à cette actualité et donc ce concert après-demain. On va répéter hein, tous ensemble parce qu'il faut vraiment qu'on soit bien pour vendredi 19 aux Folies Bergères. On repart tout simplement au début. C'est parti. Alors le début, cher Yves Dutheil. Il était une fois Yves Dutheil. Vous êtes né le 24 juillet 49. À Neuilly-sur-Seine, Robert, votre papa. Agent import-export, Brunette, votre maman, et bijoutière, vos grands-parents maternels tenaient la bijouterie au Carillon d'Or, oui. Avenue Secrétan, dans le 19e arrondissement de Paris. Votre grand-père paternel, Jules Deutsch, obtient en 1920, par ordonnance du président du tribunal civil de la Seine, que son nom soit remplacé par Dutheil. Et vous êtes, on le sait, ici sur Radio J, bien sûr, le petit-neveu du capitaine Dreyfus, à qui vous avez bien sûr consacré une bouleversante chanson dont on écoute quelques paroles. Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes. Vous dites, je suis né dans une famille juive qui m'a baptisé. Est-ce qu'on parlait chez vous, petit, de cette affaire Dreyfus? Pas du tout. En tout cas, vous dites dans les paroles de la chanson. Chez nous, quand je dis chez nous, c'est chez mes parents. On n'en parlait pas du tout. Quand on commençait à essayer d'en parler, mon père éludait tout de suite. Alors que dans le reste de la famille, on en parlait librement. Alors, je me suis adressé, en fait, au moment où j'ai réalisé que je vivais dans une zone d'ombre et que Dreyfus avait été un personnage loyal, honnête, droit, très respectueux à la fois de la France, de l'armée, de la vie et de la vérité. Il y a eu un moment où j'ai eu envie même, j'allais dire besoin, de transformer cette zone d'ombre en lumière et dire pourquoi moi, le petit-neveu, j'avais comme une espèce de mission induite par le fait que la notoriété dont le public m'avait fait le cadeau allait servir à quelque chose. Elle allait servir à perpétuer la mémoire de l'innocence du capitaine. Et à cette époque, c'était pas encore gagné. Elle intervient plutôt, la création de cette chanson, plutôt tardivement dans votre carrière. Justement parce que c'était chez nous. Non, parce que c'était un tabou chez nous. Et qu'on avait été élevé dans le fait de ne rien dire de tout ça. Donc c'est difficile de se détacher de cette volonté familiale de taire les choses, parce que c'était une souffrance énorme. Cette histoire a été une souffrance familiale énorme, colossale. Et voilà, je parlais tout à l'heure, vous évoquiez ce disque Dreyfus. Dans ce disque, il y avait La Tibétaine, chanson engagée pour la liberté du peuple tibétain. Il y avait Grand-père Itzhak, Grand-père Itzhak. Itzhak Rabin, vu par sa petite fille. On va l'entendre juste après. Il y avait Aller simple pour l'enfer sur la drogue. Il y avait L'autre côté sur le mur de Berlin. En fait, c'est un moment où je me suis déclenché
d'une certaine manière, pour exprimer autre chose que le fait simplement de vouloir écrire de jolies chansons. On a l'impression qu'aujourd'hui, les artistes disent déjà leur autobiographie dès le premier jet, dès le premier album, dès la première chanson. Là, vous avez attendu un petit peu plus longtemps, mais c'est tout à fait compréhensible. Mais ce qui était curieux, c'est qu'il y a une synchronicité totalement involontaire du fait que la chanson est sortie et on a fêté juste derrière le centenaire de J'accuse. Et ma tante, la sœur de mon père, qui était à mon bras le jour où une cérémonie avait été organisée à l'école militaire, en présence de tous les corps d'armée et du ministre de la Défense, pour rendre hommage à Dreyfus et dévoiler une plaque à l'endroit même où Dreyfus avait été dégradé, cette fameuse image du sabre qu'on brise, etc., qui est restée l'image un peu symbolique de cette affaire. Eh bien, elle me tenait mon bras, elle était venue, elle avait 93 ans à ce moment-là, et elle m'a dit, je suis venu de Dijon pour 20 minutes. Mais quelle minute! Les plus importantes, ouais. On parlait pas donc dans la famille beaucoup, pas du tout de l'affaire Dreyfus. Quelle était la place de la religion? Est-ce qu'il y avait un respect de l'obédience? Aucune trace de religion dans ma vie d'enfant, d'adolescent, même de jeune adulte. Ce qui fait que, comme j'ai été baptisé, comme vous l'avez dit, c'était une façon aussi de protéger les enfants contre une nouvelle Shoah, de nouvelles persécutions. Toute la famille avait vécu des persécutions terribles et une grande partie de la famille a été dans les camps. Alors on disait pas autre chose que les camps. Quand on disait ça chez nous, on savait de quel camp il s'agissait. Quelque chose d'un peu lointain comme ça. Et donc mes parents avaient pris le parti de nous protéger. Et mon grand-père, qui était poète à ses heures, qui avait écrit un poème sur la Tour Eiffel, qui lui a donné l'entrée gratuite à vie à la Tour Eiffel, avait écrit un petit poème aussi pour mon baptême et celui de mon frère. Pour dire que voilà, c'était un peu une blague, mais et que le petit Yves qui réclamait la mamelle au moment où le curé lui donnait l'onction du baptême a dit Shema Israël. C'était la plaisanterie écrite comme un poème en vers par mon grand-père. Bon, quelle était la place de la musique alors, si la religion n'était pas là? Est-ce qu'il y avait une religion de la musique? Est-ce que vos parents étaient mélomanes? Est-ce qu'ils écoutaient des chansons? C'était quoi vos influences? Alors ça va en faire rire certains parce que c'était quand même pas non plus la fine fleur de la chanson française à l'époque. C'était quand même pas mal, mais c'était bien écrit et c'était Réventura et les collégiens. C'était formidable. Madame la Marquise, mon père adorait Colette de Réal, il adorait Françoise Hardy, il y avait beaucoup de disques à la maison, et j'ai commencé par écouter tous les disques qu'il y avait à la maison, et je découvrais la musique à travers ce que tout un chacun entendait à la télévision, à la radio, mais c'était aussi le jazz, c'était Art Blakey et les Jazz Messengers avec Take Five, c'était Dave Brubeck avec Take Five. C'était extrêmement bien fait. Moi, je trouve Réventura 1937, Charles Trenet avec il y a de la joie, puis boum, lance le swing, le phrasé à la française. Les chansons ne sont plus autant rigolotes, facétieuses, que uniquement fantaisistes comme elles l'étaient auparavant, et elles deviennent intéressantes aussi. Et Réventura, moi, je trouve. Réventura, c'était remarquablement écrit. J'ai eu la chance de rencontrer Misraki, qui a quand même écrit des chansons magnifiques, superbement ciselées. Mais j'écoutais aussi les premières chansons de Brassens chantées par Aglaé. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils. Ça voulait dire quelque chose. Oui, mais c'était aussi les chansons de Bob et Bobette. Mais bon, toutes ces chansons qui étaient un peu désuètes, comme vous dites, un peu rigolotes, qui avaient tendance à amener la chansonnette plus que la chanson, en réalité, qui est venue un peu après, m'ont appris à écrire. C'était une question que je voulais vous poser un petit peu après. Est-ce qu'une chanson se doit d'être... Est-ce qu'elle est toujours engagée, finalement, même sous sa forme parfois un peu prime sautière, même quand elle a l'air un petit peu comme ça, perchée en l'air? Est-ce que c'est toujours engagé quelque part, une chanson? Forcément. Non, pas forcément, parce que je vais vous en citer une, par exemple, qui est un chef-d'œuvre, Une noix, de Charles Trenet. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit?
quand elle est fermée. Alors là, on imagine des tas de choses. Puis après, hop, et qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte? On n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir. On n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir. Les découvertes, ça dit quoi? Comment est-ce qu'on peut penser que c'est engagé? Moi, personnellement, je trouve que ça dit beaucoup de choses, c'est de la poésie. C'est de la poésie. Ouais. Mais vous avez raison, la poésie, à mon sens, est quelque chose qui, de tout temps, rend supportable la vie, sa cruauté, son indifférence, cette façon de haïr aussi, de détester la cruauté de l'existence. Vous la croyez violence. qu'elle peut sauver le monde, la poésie? La poésie peut sauver le monde, oui. Elle a une importance capitale dans le regard qu'on porte sur les choses, parce que ce qui compte, ce n'est pas les mots jolis, c'est le côté magique de l'art qui rend la réalité supportable à nos yeux et qui fait espérer que les artistes construisent une réalité plus belle pour que le monde commence à lui ressembler. Et vos chansons en témoignent, et depuis longtemps. La première chanson, donc 72, alors vous débutez votre éducation musicale par l'apprentissage du piano avant de découvrir à l'adolescence la guitare. Ça devait vous démanger. Après votre bac, vous inscrivez en droit avant de bifurquer vers la musique. Vous intégrez alors le Petit Conservatoire de la chanson de Mireille. Faut rappeler brièvement ce qu'était le Petit Conservatoire de Mireille, une institution. On a un peu perdu aujourd'hui. C'était The Voice avant l'heure. En gros, à peu près, la seule porte d'entrée publique qui permettait à des jeunes artistes de frapper à une porte et d'entrer de plein pied dans le monde de la télévision, le monde de la radio, la scène, les conseils de Mireille, qui était pas avare de conseils, mais ni d'ailleurs de certaines cruautés à l'égard de ses élèves. C'était très dur, très dur parfois, et elle en a fait pleurer plus d'un, parce que en fait, elle n'hésitait pas à vous interrompre en pleine émotion pour vous dire, mais là, attendez, j'ai pas bien compris, là, vous avez dit comment? Et alors, on était complètement déstabilisés, mais en même temps, ça nous préparait à ce que la scène est au quotidien. C'est-à-dire, il y a une panne de sono, le micro ne marche plus, les lumières tombent en noir, le rideau ne s'ouvre pas au bon moment, et il faut chanter. Et moi, il m'est arrivé de prendre l'initiative de chanter a cappella. Il n'y avait plus de micro, il n'y avait plus rien. Hop, allez, je vais au milieu du public et je chante. Et ça, je le dois probablement à cette rigueur de Mireille, qui nous a appris à faire face à tout. Alors, nos auditeurs, j'imagine, ne connaissent peut-être pas tous le premier Yves Dutheil, 1972. Virage, on écoute quelques notes de Virage, chanson d'amour écrite pour votre compagne de l'époque. L'amour comparé à une route avec ses sinuosités, ses virages, ses coups de frein et ses accélérations. Vous faites les premières parties de Régine à Bobino, Juliette Gréco à l'Olympia. Mais c'est un concours qui lance votre carrière en 74. Spa en Belgique. Le festival de Spa, oui, c'était une super porte d'entrée parce que on était face à tout le métier international, européen. Moi, j'avais été choisi par France Inter à l'époque pour représenter la France. Et donc j'ai chanté L'Écritoire, j'ai chanté Virage, j'ai chanté Quand on est triste, qui est une chanson pratiquement inconnue, mais qui m'a permis de gagner le prix du public. Il y avait Alain Souchon qui était avec nous, il y avait Marie-Paul Bell et un certain nombre d'autres artistes de la francophonie. Il y avait un Québécois qui s'appelait Valiquet, je crois. Et puis voilà, il y avait des chanteurs de Belgique, évidemment. Et on était rentrés en train ensemble avec Souchon et voilà, ça a lié une forme d'amitié qui dure encore aujourd'hui. Et j'étais très fier parce que voilà, j'avais gagné le prix du public et le prix de la meilleure chanson avec Quand on est triste, c'est qu'on existe et c'est le cœur qui a toujours le dernier mot. Et donc voilà, je repartais avec une moisson de récompenses. Et pour moi, c'était mon premier contact avec la profession française qui a découvert à travers la Belgique mes chansons. Bon, on a de la chance, on a eu du Yves Dutheil en live aujourd'hui à Radio J.
On va se retrouver juste après la pause chez Rive Dutheil et là, permettez-moi de faire une ellipse. On était en 72, on va passer 50 ans plus tard, quasiment, avec presque votre dernière chanson qu'on retrouvera peut-être à l'abri du meilleur pour le concert vendredi 19 aux Folies Bergères. Oui, c'est comme ça que l'idée est venue de la réenregistrer en piano-voix. Piano-voix. Parce que dans le spectacle, elle est juste piano-voix, parce que je trouve que dans cette chanson, il y a quelque chose qui évoque le présent. Tout ce que le monde est en train de vivre en ce moment, c'est le pire de ce qu'on peut connaître. En fait, tous ceux qui nous ont précédés, la guerre, la cruauté absolue, la violence aveugle, le terrorisme, le mensonge d'État. Enfin, il y a vraiment là un catalogue de tout ce que l'humanité peut proposer de pire. Et la chanson, elle dit, nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire, on n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. Eh ben, on peut peut-être en écouter quelques paroles et on se retrouve juste après. Merci Yves Dutheil. Et des milliards de rêves encore entre nos mains. Et même si le mal s'acharne à tout détruire, s'il conspire en silence en attendant son heure, nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire, on n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. Nous avons ce qu'il faut pour enchanter le monde et rallumer la flamme au fond de tous les yeux, pour remettre les hommes au centre de la ronde et permettre à chacun d'espérer vivre mieux. Nous avons le pouvoir en retournant la terre de semer l'avenir pour moissonner la vie, cachée dans le secret de ce profond mystère que personne à ce jour n'a encore éclairci. Nous avons ce qu'il faut pour faire chanter le monde, à moins qu'il ne s'efface à jamais des mémoires. Assemblons nos efforts et que nos voix se fondent. Pour unir désormais tout ce qui nous sépare, il faut surtout changer nos regards sur le monde, parce que rien de ce monde ne nous est étranger. S'il est vrai que l'espoir un jour peut refleurir, s'il s'éveille un matin comme un arbre à son heure, nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire, on n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. On n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. De retour sur Radio J, après cette bouleversante chanson, c'est le rappel des titres, Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Nicolas, à la une de l'actualité en Israël, la tension monte au sein des forces de sécurité à la veille de la marche des drapeaux à Jérusalem. La police a préparé un important dispositif de sécurité et procédé à des exercices de tir de roquettes potentiels depuis la bande de Gaza par précaution. Plus de 2000 policiers et 1000 soldats sécuriseront cette marche qui passera par le quartier musulman, la vieille ville. L'actualité en France, Nicolas Sarkozy a été condamné ce matin à 3 ans de prison, dont 1 an ferme à exécuter sous bracelet électronique. L'ancien président de la République a été condamné pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. Son avocate a annoncé dans la foulée qu'il se pourvoyait en cassation. En Tunisie, le président Kais Saied rencontre aujourd'hui le grand rabbin du pays, une semaine après l'attentat de la synagogue de l'Aghriba qui a fait 5 morts et une dizaine de blessés. Invitation qui survient alors que le président tunisien a affirmé ce week-end que l'attentat contre la synagogue n'était pas antisémite. Il parle de faussaires de l'histoire déterminés à la
déformée concernant ceux qui la qualifient comme telle. À noter qu'un hommage aux victimes de l'attaque est organisé ce soir à 19h45 à la Grande Synagogue de Sarcelles, avenue Paul Valéry. La guerre en Ukraine, Londres souhaite une coalition internationale pour livrer des avions à Kiev. Annonce du 10 Downing Street après une rencontre entre le Premier ministre britannique Rishi Sunak et Mark Rutte, son homologue néerlandais. C'était lors du sommet du Conseil de l'Europe en Islande. Merci Alexandra pour ce rappel des titres. Rendez-vous tout à l'heure à 16h pour le journal. Restez bien avec nous, on reçoit Yves Duteil aujourd'hui. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Après Gérald Darmanin, il en fait toujours des tonnes. Puis on peut pas dire qu'il accumule les succès, si je puis me permettre. Il y a une menace aujourd'hui terroriste de l'extrême droite en France. Premier ministre Emmanuel Macron, il faut quand même être particulièrement masochiste. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire. Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations. Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël. Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël. Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France. Faites votre don sur kkl.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Vous êtes toujours bien, du moins l'asperge, sur Radio J, avec le grand Yves Duteil qui est avec nous, qui nous fait l'immense plaisir de sa visite aujourd'hui dans l'émission de Cyrielle. Cher Yves, on a parlé en première partie effectivement de l'ambiance au sein de la famille, de l'apparition de la musique dans votre parcours. Alors après, évidemment, les choses se mettent en place. On est en 1974, c'est le festival de Spa, qui lance votre carrière. Sort dans la foulée l'Écritoire. Puis en 1976, J'attends, votre deuxième album pour lequel vous recevez les prix Jeunes Chansons ou celui de l'Académie Charles Cros, l'ami de Rimbaud et de Verlaine. Savez-vous combien de prix vous avez reçus dans votre carrière et est-ce si important ? Non, je sais pas. Ou est-ce que ça continue de toucher ? Oui, non, mais je ne sais pas parce que j'y accorde pas une importance ponctuelle comme ça en disant il y a tel prix. Je pense que globalement j'ai une chance extraordinaire, c'est que le public m'ait offert son estime. Au-delà du côté artistique, il y a le côté humain, et c'est ce dont je serais le plus fier, en fait. C'est de voir qu'il y a des gens qui se sont penchés sur mon travail et qui ont trouvé que, au-delà du côté gentil des chansons, etc., il y avait aussi autre chose, et c'est cette autre chose qui me vaut toutes ces récompenses en réalité. J'ai bien conscience que les distinctions qui me sont adressées, qui sont, comme chacun sait, celles qu'on ne demande pas, qu'on ne refuse pas et qu'on ne porte pas, et elles sont quand même signifiantes pour celui qui les reçoit, parce que c'est une forme de reconnaissance. Vous savez, dans la famille, pouvoir dire que vous avez ces distinctions, c'est important. Mon père avait tellement peur de ce métier de saltimbanque, lui montrer aujourd'hui où ça m'a conduit et à quel respect de la part de mes pères, P-A-I-R-S, auteurs, compositeurs, interprètes, créateurs, artistes, le public. Quand vous avez le prix du public, ou que vous recevez une distinction qui est issue d'un sondage, comme avoir été l'auteur de la chanson du siècle du XXe. C'est ce que j'allais vous dire. Vous pensez que ça n'est que par rapport à ce côté gentil de la chanson que, en 1988, le sondage organisé par la SACEM, RTL et Canal+ décide de récompenser la meilleure chanson du XXe siècle qu'on reconnaît avec un accord de guitare? Prendre un enfant par la main? Non, je pense que c'est ce qu'il y a derrière, en fait. C'est que, en fait, cette chanson, elle a été le révélateur de quelque chose de très particulier. Je suis devenu, malgré moi, une sorte de militant de la douceur. Or, la douceur, c'est pas une faiblesse, c'est pas une vulnérabilité. Chose, ouais. C'est une force intérieure incroyable qui vous donne l'énergie pour affronter la réalité telle qu'elle est aujourd'hui.
Si on n'avait pas la douceur pour affronter la cruauté du monde, mais il nous resterait quoi ? C'est cette douceur qui, selon vous, a touché autant les gens ? Parce qu'elle était sincère, tout simplement, elle était authentique, et que jusque-là, peut-être qu'on ne chantait pas, dans les chansons d'amour, on chantait pas forcément du vécu. Moi, j'adore les chansons de Bécaud, j'adore les chansons de Brassens, mais quand Brassens parlait d'amour, il avait l'amandier, et pour les filles du monde entier, il faisait pousser des amandes, le joli métier. C'est pas une histoire d'amour qui a existé quand Bécaud chante. Et maintenant, que vais-je faire ? C'est parce que, je crois que c'est Pierre Delanoë qui a écrit cette chanson-là. Il a vu descendre une femme d'un taxi dans une espèce de désespoir épouvantable, et ils l'ont entendu dire « Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Et la chanson est née comme ça, mais c'est pas eux qui ont vécu une histoire d'amour qu'ils racontent. J'ai entendu pas mal de chanteurs, d'auteurs, compositeurs, interprètes dire que c'était très difficile à écrire une chanson d'amour. Très difficile. Est-ce que vous confirmez ? Quand elle vous concerne directement, il pourrait y avoir un côté impudique à parler de soi. Mais en réalité, quand je chante prendre un enfant, j'ai pas dit prendre une enfant par la main. Et je ne raconte pas mon histoire, je raconte dans mon histoire ce qui peut être universel avec celle des autres. C'est-à-dire que chacun peut associer ses propres images, mettre un portrait de famille qui ne ressemble pas forcément au mien, mais notre une familiale n'est pas forcément celle des journalistes. Et quand vous racontez votre histoire, c'est pas forcément pour en parler de vous. J'ai horreur de ça. J'aime pas parler de moi. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est le côté universel de ce que je vis et que partagent des tas de gens. Je suis comme un peu un écrivain public. Ouais. Qui écrit les je t'aime, qui écrit les baptêmes, qui écrit les mariages et les communions. J'aimerais que vous nous emmeniez dans le laboratoire de l'artiste qui a composé cette meilleure chanson du XXe siècle pour tant de Français, tant de personnes. Est-ce que vous vous souvenez quand l'idée est venue, comment elle est venue ? Qu'est-ce qu'on appelle l'inspiration du jour où on écrit prendre un enfant par la main ? Alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Quand on aime la Joconde, on n'a pas forcément besoin de savoir comment elle s'appelait réellement ou quelle était son histoire. On aime la Joconde puisqu'on est touché par elle. Quand on aime une chanson des Beatles, on ne comprend pas forcément ce que les Beatles disaient dans leur chanson. Quand on le découvre après, c'est formidable. Mais quand on lit Le Petit Prince, on n'est pas non plus forcé d'imaginer que l'histoire est vraie, ou qu'il y a un prénom qui a inspiré, ou Alice au Pays des Merveilles, etc. Toutes les créations artistiques ont une histoire. Mais l'histoire de prendre un enfant, la plus belle, c'est celle qui est arrivée après, à la suite de l'écriture. C'est devenu la chanson des baptêmes. Ça a été la chanson des marches blanches au moment de l'enterrement de Julie et Mélissa dans cette épouvantable affaire Dutroux en Belgique. Quand vous vous rendez compte que ça peut être aussi la chanson que vont chanter les soldats à Beyrouth de la force d'interposition de paix, qui ont été victimes d'un attentat suicide avec un camion qui a explosé en faisant des centaines de morts dans la caserne, et que la chanson qu'ils ont chantée au Noël suivant, c'était prendre un enfant. Là, vous dites, je touche à quelque chose d'universel. Et l'important dans cette chanson-là, c'est la douceur qu'elle comporte et qui est une arme vraiment, une arme désarmante. J'ai toujours voulu être désarmant face à la violence, et je crois que la douceur, c'est la réponse à la violence du monde. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, j'en suis extrêmement fier d'être devenu un militant actif de la douceur, parce que c'est ça qui permettra au monde d'arrêter ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et c'est rare, une chanson dont on connaît par cœur le texte. Regardez nos chroniqueurs qui nous ont rejoints, Mata et Jérôme, ils la connaissent par cœur. Ah oui. Allez-y, Jérôme. Je suis pas un très bon chanteur, mais... Moi, j'ai chanté toute mon enfance. Eh ben, oui, évidemment. Cher Yves Dutheil, merci infiniment d'être là avec nous aujourd'hui. On va aller se balader du côté de la culture, de vos goûts culturels dans un instant. Et on va démarrer par le théâtre avec un des personnages mythiques du théâtre français. Ce n'est pas dans l'espoir du succès qu'on peut attendre effectivement quelque chose. Cyrano de Bergerac, et c'est Christophe Barbier qui nous amène et nous tend la main pour nous emmener du côté d'Edmond Rostand. Christophe Barbier. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Chacun a au cœur son Cyrano.
Pour notre invité, Nicolas, il s'agit de Jean-Paul Belmondo, monté sur la scène du Théâtre Marigny avec son grand nez, son chapeau à plumes et son épée en 1990, sous la baguette de Robert Hossein. À ses côtés, Béatrice Agenin était une Roxane au fort caractère et Pierre Vernier, un comte de Guiche intelligent autant qu'orgueilleux. À 57 ans, Bébel en 90 est déjà un peu âgé pour le rôle, mais il lui apporte sa puissance physique, son sourire charmeur d'éternel titi parisien et un esprit français brillant d'insolence, à défaut d'être très littéraire. Son Cyrano avait quelque chose du cartouche qu'il fut plus jeune au cinéma, avec ce côté rebelle, presque voyou, qu'on aimait chez Bébel. D'autres garderont le souvenir de Daniel Sorano, qui immortalise le rôle pour la télévision, en noir et blanc, le 25 décembre 1960. Sorano était tout en sensibilité et en galanterie, à moins que l'on préfère le grand écran, et l'immense présence de Gérard Depardieu, énorme dans la provocation comme dans le chagrin, dans le film de Jean-Paul Rappeneau. Toujours au cinéma, le tout récent film avec Peter Dinklage, premier Cyrano nain, personne de petite taille, comme on dit dans la bien-pensance, aurait détesté Monsieur de Bergerac. Il sortait de Game of Thrones et il arrivait dans Cyrano. Mais le premier Cyrano au cinéma date de 1900 et lui, il était bien sûr muet. Revenons aux planches. Les nostalgiques rappelleront l'événement de 1983. La pièce vient de tomber dans le domaine public, Jérôme Savary s'en empare et Jacques Weber offre son double maître et sa puissance colossale au héros. Épuisé par des centaines de représentations, il cédera ses bottes à Pierre Santini, tout aussi tonitruant, mais plus cérébral. Ces derniers temps, deux comédiens ont brillé sous le nez de Cyrano. Michel Villermoz à la Comédie Française où Jean Piat avait si souvent repris le rôle pour renflouer les caisses dans les fins de saison difficiles. Villermoz, mis en scène par Denis Podalides, a su conquérir un nouveau public, jeune, toujours épris de romantisme, avec un zeste d'autodérision. Il y eut ensuite Philippe Torreton, le plus audacieux sans doute, qui incarne Cyrano dans un hôpital psychiatrique, prouvant que la magie opère dans n'importe quelle scénographie. Torreton s'installait en scène dans un grand fauteuil, dos au public, caché, bien avant le début de la pièce. Avec lui aussi des centaines de représentations, il a calculé qu'il avait passé de très longues heures, plusieurs jours, dans cette position invisible à écouter le bruissement des spectateurs. Pour finir, installons au sommet du panthéon de Cyrano le premier interprète, celui qui créa le rôle le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin, en cette nuit magique du plus grand triomphe de l'histoire du théâtre français. Coquelin. Quand il publia sa pièce, Edmond Rostand écrivit « C'est à l'âme de Cyrano que je voulais dédier ce poème, mais comme elle a passé en vous, Coquelin, c'est à vous que je le dédie. » Merci Christophe Barbier. Et la phrase, je viens de la retrouver, on ne se bat pas dans l'espoir du succès, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Et j'ai un peu cafouillé tout à l'heure, mais c'était la phrase du 5e acte de Cyrano, magnifique. Parce que la dernière phrase, le dernier mot en fait de la pièce, c'est le panache. Et mon panache. Voilà. Et il s'écroule. Et je revois en fait au théâtre, c'est la pièce de théâtre qui je crois le plus ému, touché, bouleversé, avec dans le rôle Jean-Paul Belmondo. Et cette tirade des nez qui m'a beaucoup inspiré. D'abord, j'ai un grand nez, mais pas aussi grand que celui de Cyrano. Et le moment où il prend au mot quelqu'un qui croit l'insulter et le mettre mal à l'aise en lui parlant de son nez, et à qui il rétorque en fait une tirade extraordinaire qui reste dans Faites-vous fabriquer un ANAP. Voilà. Et qui se termine par voilà ce que vous auriez pu dire si vous aviez un petit peu d'imagination. Ouais. Mais vous n'auriez pas pu, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. C'est magnifique. Merci Yves Dutheil. Et on retrouve tout de suite la chronique Émotion de Jérôme Goulon. Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon. Alors on continue tout en émotion. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas, bonjour Yves Dutheil. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler de musiciens
que vous aimez. C'est toujours intéressant de savoir un peu quel chanteur écoute des grands chanteurs tels que vous. Et on commence avec l'un de vos chanteurs préférés, du moins du moment. Il s'agit de Renan Luce. On peut entendre le titre « On s'habitue à tout ». Alors Renan Luce, un artiste dont la vocation de musicien est née très jeune, et en partie grâce à vous, Yves Dutheil. Né en 1980, il vit toute son enfance et son adolescence en Bretagne, où il entame sa formation musicale en chantant dans une chorale. Et à la maison, il se trouve que sa maman est une très grande fan d'un chanteur célèbre que vous connaissez bien, Yves Dutheil, puisqu'il s'agit de vous-même. Il y a d'ailleurs une anecdote assez touchante qui vous concerne. Un soir où la maman de Renan Luce rentre d'un concert que vous avez donné à Morlaix, elle rentre donc de son concert avec quelques cadeaux achetés sur place. Et le cadeau que la maman de Renan Luce lui donne n'est autre qu'une boîte à musique de la chanson « Prendre un enfant par la main » dont on parlait à l'instant, qu'elle vous avait fait dédicacer. Dès lors, Renan Luce garde très précieusement cette boîte à musique qui, des années plus tard, il posera sur la table de nuit de sa petite fille. Et c'est une boîte à musique qui est toujours posée sur la table de nuit de sa petite fille à la seconde même où je vous parle, Yves Dutheil. Alors Renan Luce, un artiste qui vous adore, à tel point que sa toute première chanson, le jazz, écrite quand il n'avait que 9 ans, est directement inspirée de votre chanson, La puce et le pianiste. En tous les cas, si jamais Renan Luce écoute cette émission, j'imagine que ça lui fait chaud au cœur de savoir qu'il est l'un de vos chanteurs préférés, Yves Dutheil, lui qui, petit garçon, écoutait vos chansons et n'aurait sans doute jamais imaginé à ce moment-là qu'il rentrerait à son tour dans votre cœur à vous. Et alors oui, parce que j'étais en train de parler avec la régie, Jérôme, on poursuit en musique avec l'une de vos chansons préférées, cher Yves Dutheil. Oui, il s'agit de « Et je l'appelle encore » de Véronique Sanson, une chanson sortie en 2016 et qui rend hommage à sa maman décédée en 2006, dont elle était très proche, un morceau qui rappelle la personnalité sans cesse au bord de la rupture de Véronique Sanson, dont la force finalement n'a d'égal que sa sensibilité à fleur de peau. Véronique Sanson, une véritable combattante, une rebelle, et ce dès sa naissance, quand elle naît en 1949. Ses deux parents, dont sa maman, qui étaient des membres actifs de la résistance, choisissent un prénom qui commence par un V, comme Victoire, celle des Alliés contre les nazis. Alors Véronique Sanson, surnommée le Phénix par sa sœur, pour sa capacité à se relever des épreuves de la vie. Et ces épreuves, elles ont commencé très tôt. Flashback, nous sommes dans les années 1950 et la petite Véronique dort à l'arrière de la voiture de ses parents lors d'un trajet. Sa sœur, Violaine, la voit dormir, sauf que Véronique, elle ne se réveille pas. Et pour cause, elle souffre d'une méningite grave et doit être hospitalisée sur le champ. Les médecins la pensent perdue et Véronique Sanson reçoit même l'extrême onction avant finalement de s'en sortir et d'avoir la carrière incroyable qu'on lui connaît, une carrière qui dure depuis près de 60 ans. Et c'est donc une artiste que vous appréciez, Yves Dutheil. Oui, à tel point que depuis qu'on s'est rencontrés, un petit peu par hasard, parce que son producteur Bernard de Bosson me propose, mais en écoutant la chanson qu'elle avait écrite avec Violaine, mais que je ne savais pas qui avait écrit cette chanson. Moi, j'entendais mon voisin, ils sont partis, le piano a cessé de jouer. Je croyais que c'était une chanson d'Isabelle de Funès, et là, il me dit non, c'est une chanson de Véro et Violaine. Et donc, il y a aussi un prénom, Violaine, qui commence par V aussi. Exactement. Et donc, je vais chanter cette chanson dans la fête à Véro, au Francophonie de La Rochelle, devant un public de 10 000 spectateurs terrorisés. Moi, j'étais terrorisé de chanter devant le public de Véro, parce que ça m'était jamais arrivé, un truc comme ça. Et puis, on chante, la soirée se passe, une espèce de magie. Et à la fin, on se retrouve dans les coulisses et Véro était seul. Et donc, on a passé 2 heures à discuter avec Véro, et là est née une amitié qui dure encore aujourd'hui, et qui fait qu'un jour, on a eu envie d'écrire une chanson ensemble. Et cette chanson, elle est née sur le piano de Véro. Et c'est un moment pour moi que je n'oublierai jamais. Ce moment où on est tous les deux à 4 mains sur le piano, et où je lui dis t'as une idée? Non, elle me dit t'as une idée? Je lui dis pas forcément, non. Elle me dit mais moi j'ai une idée. Et je lui dis c'est quoi? C'est la gamme de do. Non 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 non. Puis on descend ta da 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 da. Bon, mais avec les harmonies de Véro, ça devenait comme un truc des Beatles. Et on commence là-dessus, on part sur cette mélodie et on écrit la musique d'une chanson qui va s'appeler plus tard Sur le clavier du grand piano, et qui raconte l'histoire de Véro telle que on l'a reçue en regardant l'émission de Didier Varro, La douceur du danger, où
Véro se raconte sans concession. Et sa vie est un véritable roman. Oui. Et donc, voilà, j'écris les paroles que m'a inspiré cette émission sur la musique qu'on avait écrite ensemble avec Véro. Et donc, cette chanson, c'est la suite de cette amitié qui se poursuivra encore par un duo Mélancolie avec Véro sur un album qui est vraiment un de nos albums préférés, qui s'appelle Entre elles et moi, qui est constitué de duos. Et où c'est Véro qui me donne la réplique sur Mélancolie, et d'une façon telle que beaucoup ont cru que c'était une chanson de Véro. Donc ça n'a jamais cessé. Et puis là, on s'est parlé encore au téléphone il y a quelques jours, quoi. Moi j'ai cette image en fait de l'amitié avec Véro. D'abord l'image du fait que quand on essaie de dire du mal de moi, elle stoppe tout de suite la personne qui commence à parler en disant « on ne touche pas à mon dudu ». Et c'est ça, voilà, Véro, c'est ça. Cette sincérité, cette incroyable audio-biographie que sont toutes ces chansons. Alors on continue, vous parliez tout à l'heure d'Alain Souchon, on continue avec son colistier, son compagnon de toujours, Laurent Voulzy. Oui, parce que l'une des chansons de votre top 3, c'est Karine Redinger, de Laurent, je sais pas si je prononce bien, Redinger, c'est ça. Redinger est DJ dans la chanson, effectivement, okay. Donc de Laurent Voulzy. Une chanson sortie en 1979, inspirée d'une amourette de Laurent Voulzy. Flashback, nous sommes en 1975, Laurent Voulzy croise une américaine en vacances, une certaine Karine Redinger. Oui, mais voilà, Karine Redinger est déjà mariée, tandis que Laurent Voulzy, lui, il a quelqu'un. Les deux amoureux correspondent par courrier pendant quelques années, ça durera même 8 ans, sans jamais pour autant se revoir. Ce coup de foudre est donc sans lendemain, et le chanteur, qui n'est pas encore connu, raconte cette histoire à son ami, un certain Alain Souchon. Les deux artistes composent alors la chanson. Karine Redinger, Laurent Voulzy, il compose la musique, tandis que Souchon écrit les paroles. Et puis, histoire incroyable, 25 ans plus tard, 25 ans après cette rencontre, Laurent Voulzy et Karine Redinger se retrouvent à l'occasion d'une émission de télé présentée par Isabelle Giordano. Cette émission qui s'appelait Le fabuleux destin de Laurent Voulzy. Et durant cette émission, la production fait une incroyable surprise au chanteur, celle d'avoir retrouvé la trace de Karine Redinger et de l'avoir fait venir en plateau, des retrouvailles émouvantes, parce que Laurent Voulzy ne s'y attendait absolument pas, même si dès l'émission terminée, la belle américaine repart dans sa Californie, laissant derrière elle le mythe de la chanson, Karine Redinger. Alors là, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu l'antithèse de ce que vous disiez tout à l'heure, où certaines chansons ne sont pas forcément inspirées d'histoires vraies. Là, pour le coup, entre Véronique Sanson et Laurent Voulzy, il y a du vécu dans ces... Mais c'est notre époque, c'est-à-dire nous sommes la génération qui a apporté vraiment cette vérité des histoires dans des chansons vécues, dans des amours vécus. C'est ce qui donne toute l'émotion à ces chansons quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière. Et on termine avec un duo que vous appréciez chez Yves Duteil, Elis Regina et Tom Jobim. Oui, et plus particulièrement la chanson, alors je ne sais pas si je prononce bien, Aguas de Marzo, une chanson brésilienne écrite en 1972 par Tom Jobim, reprise par de nombreux artistes et qui a même été élue meilleure chanson brésilienne de tous les temps par un ensemble de musiciens et de journalistes. C'était en 2001. Et cette chanson, elle a elle aussi une histoire assez fascinante. Nous sommes donc au début des années 1970. Tom Jobim, enfermé dans son statut de maestro absolu de la bossa nova, souffre d'une profonde dépression qu'il tente de noyer dans l'alcool. Et puis un soir, alors qu'il entend la pluie ruisseler dans la baie de Rio, dans une maison de campagne qu'il a, il s'inspire du bruit de cette pluie pour composer la chanson qu'il écrit d'une seule traite. Et c'est cette chanson, écrite donc sous la pluie et dans un moment de désespoir, qui relance à ce moment-là totalement sa carrière. Comme je vous le disais, ce single est en effet considéré par beaucoup comme l'une des plus belles chansons brésiliennes jamais composée. Et puis, nouveau coup du destin en 2011, la maison de campagne dans laquelle Tom Jobim avait composé cette chanson est totalement détruite par la pluie. Ironie du sort. La maison n'est donc plus là, le chanteur non plus, puisqu'il est disparu en 1994, mais il laisse derrière lui une œuvre et un souvenir immortel. Et donc, cher Yves Duteil, c'est l'une de vos chansons préférées. Oui, parce que au-delà de la chanson elle-même, du fait qu'elle a été traduite en français par Georges Moustaki avec beaucoup de talent et beaucoup d'émotion, en fait, il y a cherchez sur internet sur les vidéos le duo
de Tom Jobim et d'Elis Regina qu'on est en train d'entendre en ce moment. Regardez-le, c'est une jubilation extraordinaire. Ils sont dans la joie. Un bonheur, une joie artistique. Ils s'amusent. Et on sent que ça leur a fait un plaisir immense de faire ça. Et moi, j'ai eu la chance de chanter cette chanson en version française de celle de Moustaki avec une chorale jazzy. Dans un spectacle qui avait été organisé par un arrangeur de jazz et à Châtillon-sur-Loire, j'ai le souvenir, et avec une chorale d'amateurs, mais c'était extraordinaire parce que cette chanson, c'est magique. Il y a quelque chose de vraiment magique dans cette chanson. Regardez la séquence de Tom Jobim avec Elis Regina, vous allez vraiment vous réjouir. C'est ce qu'il faut rechercher en priorité, la joie dans ce métier difficile d'artiste. Parce que vous remarquerez que même les chansons tristes ont quelque chose de jubilatoire. Quand vous entendez Brel dire « ne me quitte pas », c'est quand même désespérant. Et pourtant, c'est de la beauté. C'est quand la poésie se met à transformer la souffrance en beauté et rendre la vie supportable. Alors vous allez continuer de nous apporter un peu de joie. On va écouter, je l'ai promise tout à l'heure, Grand-père Yitzhak. Ah oui. Quelques couplets, peut-être 2 couplets. Alors juste, dites-nous. Le sens, cette chanson, j'ai vu dans les obsèques d'Yitzhak Rabin, il y avait les hommes d'État, il y avait le monde entier qui s'était donné rendez-vous, tous les grands du monde. Et puis le témoignage qui m'a vraiment touché, mais bouleversé, c'est sa petite fille Noah qui a dit « Oui, vous avez perdu un grand homme, c'est l'histoire, c'est avec un grand H, moi j'ai perdu mon grand-père. » Et c'est cette chanson-là que j'ai écrite. On écoute quelques paroles et on se retrouve tout à l'heure. Si ses parents la grondaient quelquefois, elle se cachait dans ses bras. Il avait fait la guerre autrefois, mais n'en parlait presque pas. Elle pense à lui chaque jour, mais n'attend plus son retour. Quand il partait en voyage, il écrivait quelques pages, parfois si tendre et secret. C'était ainsi qu'elle l'aimait. Elle était grande et pourtant Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Après, Gérald Darmanin, il en fait toujours des tonnes. Puis on peut pas dire qu'il accumule les succès, si je puis me permettre. Il y a une menace aujourd'hui terroriste de l'extrême droite en France. Premier ministre Emmanuel Macron, il faut quand même être particulièrement masochiste. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guez au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek en 1913, rouvre enfin 80 ans après sa fermeture. Avec son design élégant, luxueux, éclectique et moderne, tout en conservant l'esprit d'origine, l'hôtel El Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes,
Et ce n'est pas tout. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00. 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. Il est 16h, vous êtes sur Radio J. Tout de suite, c'est le journal de l'information présenté par Alexandra Sénigou. Et bonjour Alexandra. Bonjour Nicolas, à la une de l'actualité en Israël, la tension monte au sein des forces de sécurité à la veille de la marche des drapeaux à Jérusalem. La police a préparé un important dispositif de sécurité et a même procédé à des exercices de tir de roquettes potentiels depuis la bande de Gaza. Plus de 2000 policiers et 1000 soldats sécuriseront cette marche qui passera par le quartier musulman de la vieille ville. La police a fermé les commerces palestiniens de la zone et limité les déplacements des résidents afin de faciliter le passage du cortège et éviter toute confrontation avec les marcheurs juifs. Les détails avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Oui, les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte en perspective de cette marche qui doit rassembler des dizaines de milliers de participants, essentiellement du monde sioniste religieux, à l'occasion du Yom Yerushalayim. La marche se déroulera sur 2 parcours. Le premier passe par la porte de Jaffa, généralement facile d'accès pour la population juive, et par la porte de Damas, où se trouve en général une majorité de Palestiniens. Les services du Shin Bet ont effectué des arrestations préventives de certains militants juifs radicaux qui seraient susceptibles de fomenter des troubles durant cette marche. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Politique, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et Otzma Yehudit boycottent à nouveau le vote à la Knesset. Un signe de protestation contre le manque d'argent alloué par la coalition au ministère responsable des régions du Negev et de Galilée dans le prochain budget. Ce n'est que la semaine dernière qu'Itamar Ben-Gvir avait mis fin à un précédent boycott sur ce qu'il estime être la faible réponse du gouvernement aux tirs de roquettes depuis Gaza. Économie, justement, alors que les budgets 2023 et 2024 ont été adoptés hier par la commission des finances de la Knesset, les ultra-orthodoxes réclament des millions de shekels supplémentaires. Le gouvernement israélien vient pourtant d'approuver 13,7 milliards de shekels pour soutenir les institutions ultra-orthodoxes. La faction chassidique au sein du parti Yahadut HaTorah a demandé des fonds supplémentaires pour l'éducation ultra-orthodoxe et a même menacé de suspendre son vote en faveur du budget. Des revendications financières qui agacent une partie de l'opinion israélienne. Des manifestants anti-gouvernementaux se rassembleront d'ailleurs ce soir dans la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak pour protester contre ce qu'ils appellent le pillage des caisses publiques. L'actualité en France, Nicolas Sarkozy a été condamné ce matin à 3 ans de prison, dont 1 an ferme à exécuter sous bracelet électronique. L'ancien président de la République a été condamné pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. Son avocate a d'ailleurs annoncé dans la foulée qu'il se pourvoyait en cassation. Maître Jacqueline Lafont s'est exprimée en sortant de la salle d'audience. Je voulais dire que la justice, c'est parfois un très long chemin difficile, que nous sommes encore au début du chemin et que ce chemin va se poursuivre. Vous l'avez compris, nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui est suspensive de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. Je pense que dans certains dossiers en particulier, et de manière générale, la justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes, et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. L'avocate de Nicolas Sarkozy, maître Jacqueline Lafont. Justice toujours, le procès des 3 hommes soupçonnés d'avoir agressé Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, est renvoyé au 5 juin. Le président du tribunal a ordonné le placement en détention provisoire de ces 3 hommes âgés de 20 à 34 ans en attendant leur future comparution. Le procureur d'Amiens, Jean-Philippe Vincentini, a parlé d'affaire de la honte. Dans le reste de l'actualité internationale, cette fois en Tunisie, le président Kais Saied rencontre aujourd'hui le grand rabbin du pays après l'attentat de la synagogue de la Griba la semaine dernière qui a fait 5 morts et une dizaine de blessés. Invitation qui survient alors que le président tunisien a affirmé ce week-end que l'attentat contre la synagogue n'était pas antisémite. Il parle même de faussaire de l'histoire, déterminé à la déformer concernant ceux qui la qualifient comme telle. À noter qu'un hommage aux victimes de l'attaque est organisé ce soir à 19h45 à la grande synagogue de Sarcelles, avenue Paul Valéry.
Merci Alexandra, on se retrouve dans quelques instants et on continue dans la joie avec Monsieur Yves Dutheil pour cette dernière demi-heure. À tout de suite. Radio J. Radio J. Le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Demain, je recevrai le président de la région Sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Salut, c'est Nina Azoulay. Je vous retrouve pour mon spectacle le samedi 20 mai à 21h30 à l'Apollo Théâtre de Paris. En fait, je me sens en décalage avec mes copines parce que c'est que des meufs qui sont hyper sexy, qui sont hyper belles. Vous savez, c'est le genre de meuf qui sent la féminité. Moi, je sens la brioche. Vraiment, c'est... Retrouvez-moi dans tous les comédie clubs parisiens, mais aussi sur mes réseaux sociaux, nina.azoulay. Radio J. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ces 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur Radio J, toujours en compagnie d'Yves Dutheil pour l'actualité d'Yves Dutheil, 50 ans de carrière, les débuts en 72 et ça se prolonge dès ce vendredi soir, vendredi 19 mai, du côté des Folies Bergères pour un concert qui va être absolument unique, merveilleux. Où vous allez, comment est-ce qu'on dresse la setlist d'un concert parisien aux Folies Bergères comme ça? Pour les Folies Bergères, il faut se mettre à nu. Ah, on est obligé. Eh ben écoutez, vous avez bien entendu. Donc rendez-vous vendredi 19 mai pour une grande première. Voilà, un concert. Contexte hors textile d'Yves Dutheil. Voilà, on l'a bien entendu. Alors vous restez avec nous, cher Yves Dutheil. Bien sûr, je représenterai dans quelques instants, mais tenez, je le fais parce qu'il y a des caméras maintenant dans les studios. Chemin d'écriture, l'intégrale des chansons. Je vous poserai quelques questions sur cet ouvrage dans quelques instants. Mais est-ce que vous êtes gourmand? Ah oui. Absolument. Ah, absolument. Il y a une chanson qui peut en témoigner d'ailleurs dans le coffret, qui est nouvelle, qui est inédite, ça s'appelle Le Tango du chocolat. Eh ben, vous allez nous en parler dans quelques instants, peut-être après la chronique de Mata Gabin, la chronique gastronomique. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Arrêtez de nous regarder avec ses yeux gourmands, Mata. Franchement, Yves Dutheil est là quand même. Je voulais juste vous dire bonjour, cher Nicolas. Bonjour, Mata. Monsieur Yves Dutheil, Radio J, bonjour à tous. Monsieur Dutheil, pour ma chronique coup de fourchette, je dois boulotter du poète. Alors ma recette sera une spécialité de votre région, le pâté d'alouette. Ah, excusez-moi. On me dit dans l'oreillette qu'en dehors de quelques particuliers, ce mets local ne se fait plus. On ne mange pas un oiseau qui chante avec plusieurs voix. On veut comprendre son langage au lieu d'en faire un repas. Alouette, gentille alouette, alouette, je ne te plumerai pas. Monsieur Yves Dutheil, vous pianotez sur la langue française avec subtilité, tel un chardonneret. Et pour ceux qui pensent que j'ai écorché le nom d'un grand cru hexagonal, eh bien non, il s'agit d'un piaf et pif. Vous n'avez pas votre pareil pour dérouler en musique à l'état pur en jolis mots MOTS, les mots MAUX de ce monde, carte vermeille versus univers des merveilles, et de façon sincère et engagée dans la bienveillance enragée de ce militant de la douceur que vous êtes. Cela sonne, cela réveille, et vous qui jouez à l'oreille, vous faites le bonheur de nos pavillons. Et je ne parle pas de mon domicile, je vis en appartement. Vous avez appris Victor Hugo par Georges Brassens et moi, j'ai appris Charles Baudelaire par Mylène Farmer. Chaque époque a ses influenceurs. Pendant mes recherches sur la toile, comme une migale à l'affût d'infos pour tisser la trame de ma chronique gourmande, j'ai découvert que le français est le deuxième idiome le plus appris dans le monde après l'English. Et j'ai bien dit appris et non pas parlé, quand certains
réalisent à quel point le French est ardu, les moins hardis abandonnent et communiquent par emoji. Vous savez, les emojis, ce sont ces petits dessins parfois animés comme des hiéroglyphes, mais de face, et c'est moins stylé. Je surfais sur le net, il était tard, je me suis assoupie et I had a dream. J'étais au dictionnaire, un French club hyper select. 40 videurs, physionomistes, académiciens, élus à vie, costumes dorés et épées à 150 000 balles, choisissaient qui pourrait rentrer faire la danse des mots. Face à eux, des francophones bénévoles, parfois vêtus de doré mais sans l'épée, arborant un stylo, un micro, des rappeurs, des inventeurs d'expression, les néo-académiciens qui voulaient rentrer. Il y avait 2 poids, 2 césures. Yo, salut frérot, moi c'est Moula, enchanté, on chillait avec Bye et sa fameuse chombe, wesh, des Netflix, on l'a bien kiffé, on kiffait et on a tout bingé, mais on est changé, on veut de l'enjaillement, oh c'est dead, on a trop swipé sur le tel, on nous a dit que c'était lourd, ambiance, Zumba, café, faut faire tisir, mais la go elle veut tomber, elle aussi elle veut twerker, elle va kill le dance floor poteau. Nous on a grave, on est high, ça fait comme Jaja, gros, tu nous laisses très rang, t'as capté wesh. Et là ça a fait bouf. Et c'est un des physio-académiciens qui s'est évaporé par combustion spontanée. Et moi ça m'a réveillée. Et moi, en moi, il y a une physio-académicien qui est décédé. Mon costume doré s'est déchiré. J'ai eu l'épée qui s'est mise à saigner. Ou quand j'entends aussi, je vais vous partager mon point de vue. Mais comment ça? Comment vas-tu me couper en morceaux? Je suis un gâteau. Le français, c'est pas de la tarte, hein. Et quand j'entends ceux qui ont mangé le pâté d'alouette, d'abord ça ne se mange plus, et d'où sort ce Z qui arrive comme Zorro et que personne n'a invoqué? Ça me donnait envie de me rendormir. Je me suis dit, la langue française, on me dit que ça évolue, je me dis non, je ne sais pas si c'est toujours son bien qui évolue. Alors je vous ai écouté, réécouté vos chansons. Je suis une amoureuse transit de la chanson et de la poésie. Et vous avez dit, pour écrire une chanson, la première chose à faire, c'est de se taire. Moi, j'aimerais aussi écrire comme vous. J'ai des éternités de silence à rattraper, alors je n'aurai qu'un seul mot à vous dire. Après, je me tais. Prenez au pied de la lettre tout mon respect. Merci, Mata Gabin. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez été maire pendant 25 ans, donc dans le service public. Qu'est-ce que vous pensez effectivement du niveau, parfois aujourd'hui, du français? On sait que dans tous les classements, PISA, il est un peu en déliquescence. Est-ce que ça vous fait mal au cœur? Quel est votre constat? Mon constat, c'est qu'effectivement, il y a un déclin. On entend dans les pubs des signatures en anglais, comme si on était un peu snob et que, je suis snob, parce que personne comprend, donc on est obligé de mettre une petite astérisque en bas de la pub pour écrire ce que ça voulait dire. C'est pour les personnes à compréhension réduite. Mais je reprends au pied de la lettre votre superbe chronique pour dire que, je me souviens du pâté d'alouette. C'était une escroquerie parce que c'était un pâté de cheval et d'alouette. Et en fait, ils ont arrêté parce que c'était un cheval, une alouette. Quant au style, alors oui, moi j'ai quand même repris le train en marche de mon époque. J'ai écrit du rap. Ouais. C'est une langue belle avec des mots superbes qui portent son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain, le froment. De chez nous. Voilà. Merci Yves Dutheil, le rappeur Dutheil. C'est un moment important, cher Yves Dutheil, cher maître, puisque un artiste, c'est notre coup de cœur, va venir devant vous nous expliquer, nous faire entendre son art. Le coup de cœur. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et on accueille aujourd'hui Benjamin Petit. Benjamin Petit,
Après de nombreuses collaborations dans le milieu du jazz et de la pop, avec Michel Jonas, Lionel Richie, André Manoukian, Liane Folly, Michael Bublé, Sylvie Vartan, Didier Lockwood, le deuxième album, un hommage avec Dear John, un hommage à John Williams, le multi-oscarisé compositeur de génie, de Spielberg notamment. On va parler avec vous, Benjamin, dans quelques instants, effectivement, de ce très grand de la musique de composition de films américains. Pour l'instant, on écoute un premier thème qui est celui d'Harry Potter, réorchestré par vos soins en quartet. Benjamin Petit, Edwige, thème tiré d'Harry Potter de John Williams. On n'est pas peu chauvin. John Williams a été rejoint par deux immenses compositeurs français en termes du nombre d'Oscars obtenus, avec 3 Oscars pour leur musique de film. Michel Legrand et le français, dont le nom m'échappe, mais je vais le retrouver, Alexandre Desplat. Merci à la régie, magnifique Alexandre Desplat. Ils me l'ont soufflé dans l'oreille, je l'avais oublié. Ouais. Attends pas, par contre. Ah, ça y est. Ça y est, Benjamin Petit, bonjour. Bonjour, cher Nicolas, Benjamin. bonjour, monsieur Yves Duteil. Bonjour. Bravo, c'est magnifique. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde à la radio. Réorchestration alors de Dear John, votre deuxième album. On dit pas second, attention, deuxième album, il y en aura forcément un troisième. Il y en a même un troisième qui est déjà partiellement enregistré, pour vous dire la vérité. Ok, ouais. Bientôt disponible. Dans une petite année, ouais. On n'a pas de date de sortie encore, mais on a enregistré, on va enregistrer 8 morceaux, on en a 4 qui sont enregistrés et montés, enfin il reste du mix à faire, bref, une étape intermédiaire. Alors un petit mot sur John Williams, cet immense de la composition américaine. Je vous pose pas la question pourquoi lui, parce qu'il est absolument génial. Ses mélodies, ses thèmes sont absolument merveilleux. Là, vous faites un travail de réarrangement, de réorchestration en quartet. Tout à fait, parce que en fait, la musique de John Williams, on la connaît tous, on la connaît en orchestre symphonique. Pour toutes les musiques de films qu'il a fait, John Williams, c'est incroyable. Hein, c'est 21 Oscars, je crois, ou 21 Grammy. Enfin, je sais plus, mais c'est un nombre. 3 Oscars, je crois. 3 Oscars et 21 Grammy. Enfin, c'est vraiment incontournable. Et la question que vous posiez, c'était quand même pourquoi lui. Pourquoi lui? Et j'ai envie de dire, moi, c'est une autre question qui m'est venue, c'est comment ça se fait qu'il n'y en ait pas plus. Qu'il n'y en ait pas eu déjà beaucoup. En fait, la première chose qui m'est venue, c'était pendant le Covid, pendant les confinements, je me rendais compte que moi j'avais ces mélodies-là qui étaient naturellement qui intervenaient parfois comme citations dans mes solos improvisés. Bien sûr. Ou quand je travaillais le sax à la maison. Enfin bref, j'avais envie de jouer ces mélodies, quoi. Et j'avais jamais de contexte pour le faire parce que c'est pas vraiment des morceaux qui sont souvent repris. Et je me suis dit, je vais chercher des musiciens de jazz qui ont éventuellement fait ce travail-là sur la musique de John Williams. Je vais fouiller sur toutes les plateformes, chez des disquaires, etc. J'ai rien trouvé. J'ai trouvé qu'un seul truc, c'est le contrebassiste Ron Carter qui a sorti à l'époque un album qui s'appelait Empire Jazz, je crois, et qui est en fait une adaptation en sextet de musique de Star Wars. Mais c'est à peu près la seule chose que j'ai trouvée. Je me suis dit, mais Star Wars, c'est un chapitre énorme de John Williams, mais John Williams, c'est tellement de plus. Tellement vaste, ouais. Indiana Jones. Moi, là, on va écouter, tiens, Indiana Jones, le thème Marion's thème d'Indiana Jones. On peut continuer de parler dessus. John Williams, lui, il s'est inspiré énormément des auteurs français, Debussy, Ravel, Fauré. Il est allé chercher des accords comme ça un peu fruités. Absolument. Et d'un anglais aussi, Gustav Holst, avec les planètes. Ouais. On peut pas dire que c'était déjà un peu une forme de ce qui a donné son empreinte au jazz.
Oui, alors en fait, il est lui-même d'une culture un peu de jazz. En fait, il a beaucoup c'est un pianiste qui a même joué du jazz dans des clubs plus dans sa jeunesse. Mais oui, il a beaucoup d'influence. Moi, je suis fan de sa musique. Je connais pas très bien. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, par exemple. C'est compliqué parce que c'est vraiment un monument. Même Steven Spielberg a eu du mal, je crois. Ouais, non, mais vraiment, il avait 25-26 ans, il est allé à un rendez-vous, il ne voulait pas le recevoir. Et il est retourné à ce rendez-vous en lui faisant... Il connaissait par cœur ses musiques. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a eu le job. Mais c'est George Lucas, je crois. C'est pas George Lucas qui les avait présentés, il me semble. Il y a eu un intermédiaire. Peut-être, mais en tout cas, lui, John Williams, ne savait pas qui était Spielberg. Ouais. Et donc, le jeune Steven Spielberg arrive avec ses 25 ans et... Première idée de film, mais il a dit je veux vraiment que ce soit vous, et bon, ça a finalement été lui. Absolument. Et je crois que le mot d'ordre, c'était de faire, c'était vraiment un point important pour Lucas, et c'était à l'époque de Star Wars, donc Lucas et Spielberg, de faire un thème mélodique récurrent pour chaque personnage. Donc le thème qu'on connaît pour l'Empire, qui est l'Imperial March, qui est le thème pour Dark Vador. Donc ça c'était voilà, c'est très influencé de ça. Le thème de la princesse Leia, le thème de Yoda, et chaque personnage a son leitmotiv qui est décliné sous plusieurs arrangements différents. Donc de toute façon, John Williams, c'est des mélodies très très puissantes, très fortes, qui peuvent être jouées avec différentes formes d'arrangement, mais il n'y avait pas de jazz pur. Le seul truc un peu swing qu'il y a dans la musique de John Williams, c'est la cantina, le thème de la cantina dans Star Wars, quand les extraterrestres jouent un truc un peu New Orleans. Mais sinon, faire ces mélodies-là comme Marion, ou comme le thème d'Harry Potter, mais décliné en espèce de boogaloo New Orleans, c'était pas fait. Donc je me suis dit, je vais prendre ce rôle, et je vais construire un disque autour de ça. Alors Benjamin Petit, j'ai entendu que vous ne faisiez pas que de la musique, vous êtes également pilote à Air France. Oui, c'est une comme si ça ne suffisait pas. C'est une partie de ma vie parallèle que je mène parallèlement à ma musique. C'est Jonathan Livingstone, le gars, là. Et on peut vous retrouver alors prochainement en concert au Duc des Lombards, c'est le 25 mai Tout prochain. À fait. 25 mai, jeudi 25 mai prochain, où je fais venir un pianiste d'Azerbaïdjan. Alors en fait, il vit à Paris, mais c'est effectivement un pianiste azéri qui a sorti plusieurs disques, et qui est un jeune pianiste azéri montant, et qui s'appelle Etibar Assadli. Donc j'ai collaboré avec lui, on a joué ensemble en fait. On s'est vu comme ça pour Il n'y a travailler. pas de liaison Charles de Gaulle Azerbaïdjan. Pas du tout. Enfin, écoutez, moi je l'ai pas fait ce vol-là, mais c'est bien possible. Si. Oui, Yves. Ce qui est incroyable, c'est ce genre de rencontres comme ça qui sont dues entièrement au hasard. J'ai travaillé sur la liste de Schindler de John Williams. Bah oui, j'ai jamais. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de mettre un texte sur la liste de Schindler. J'ai mis ce texte. Alors voilà, pour moi c'était la chanson de Schindler. Ouais. Et ça collait, le texte que j'avais fait collait sur la musique de la mélodie de violon de Yitzhak Perlman, pardon. Ouais. Et donc ça faisait quelque chose comme une gare au petit jour, dans le froid et la peur, et des soldats tout autour qui hurlent dans des haut-parleurs, des wagons refermés comme un tombeau. Des mains se tendent à travers les barreaux, mais ne pas garder son écho. Et j'étais très fier de ce texte que j'avais mis 1 mois à écrire. Et l'éditeur américain a refusé le texte. Aïe. Et j'ai repris ce texte dans l'après-midi même. J'ai fait une autre musique et c'est devenu une de mes chansons qui s'appelle La chanson des justes. Eh ben, on va l'écouter juste après l'émission. Merci Benjamin Petit. Merci Nicolas. Et on retrouve Nathalie Daudrieux. Pardon de presser un peu le rythme pour notre portrait psychologique. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Le portrait psychologique. Le portrait psychologique. Chère Nathalie, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Yves Duteil. Bonjour. J'étais ravie d'assister à cet échange. Alors, un portrait psychologique de l'invité, je dirais une petite synthèse de ce que j'ai retenu, de ce que vous avez partagé ici.
Alors je démarre avec l'idée que voilà, quand on est armé de douceur comme vous l'êtes, même si vous dites que vous êtes militant de la douceur malgré vous, on est tout indiqué pour être un artisan de lumière. Donc c'est ce que vous faites au travers de la poésie, de vos œuvres. Et je dirais que ce que j'ai retenu, c'est surtout que vous vous autorisez à créer à partir de ce qui émane de vous, de vos profondeurs, que ce soit du cœur ou de vos blessures, peut-être de ce qui est à réparer. J'ai senti qu'il y avait beaucoup l'archétype de la justice qui était présent chez vous. C'est dans votre anecdote, notamment sur l'affaire Dreyfus, évidemment, mais aussi la chanson des Justes que vous venez de citer, voilà. Et c'est vraiment, ça sème un peu le parcours artistique, mais vous le dites à un autre endroit de l'interview avec Nicolas, que l'artiste et l'humain cohabitent, en symbiose. La frontière est très mince, et c'est finalement l'humain qui nourrit l'artiste pour pouvoir être un peu plus proche, peut-être proche de vous, mais aussi proche du public. Il m'a semblé que, en vous écoutant, j'avais la sensation que moins on s'écarte de soi, au sens de sa singularité, de sa source, et plus on touche à partir du cœur. Je ne sais pas si ça résonne en vous. Ah oui, non, mais ça résonne terriblement, parce que c'est dans l'intime qu'on trouve l'universel, je crois. Et oui, vous le dites, vous êtes un écrivain universel. Vous parlez de sujets qui finalement touchent tout le monde. Et c'est finalement quand les chansons, les textes, les œuvres sont appropriés et deviennent comme un bien commun que là, votre succès, au-delà des distinctions qui sont importantes, surtout aux yeux de votre père, vous le dites, qui avait peur de ce métier de saltimbanque, ça rassure, ça valide. Mais finalement, j'ai la sensation que vous, ce qui est validant, c'est l'amour et le respect que vous recevez en échange. Les deux vont de pair. Je pense qu'on ne peut pas imaginer ce monde sans ce respect mutuel. On est quand même tous nés différents. C'est pas un hasard. Si vraiment la nature avait voulu nous faire identiques pour qu'on puisse se respecter parce qu'on est les mêmes, elle nous aurait fait uniformes. Et elle nous a fait tous différents. Donc forcément, ça exige un parcours, un chemin à faire vers l'autre. Et ce chemin, c'est un chemin d'écoute. J'avoue que j'ai appris à écouter quand je suis devenu maire. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup lui-même. C'est ça, fait. Oui. Alors qu'un maire, c'est... Il y a un mouvement d'intérieur vers l'extérieur, oui, c'est vrai. Et à partir de là, j'ai commencé à ancrer la poésie dans le réel. C'est-à-dire à mettre de la poésie dans le quotidien. Et à me servir du quotidien pour en tirer ce que je disais tout à l'heure, le plus supportable, c'est-à-dire transformer la réalité, non pas comme un journaliste, mais comme un créateur, comme un artiste. Et montrer qu'un coucher de soleil, une fois qu'on l'a peint comme un impressionniste, eh bien, on ne peut plus le regarder de la même manière. C'est vrai, le fait de percevoir et d'aller vraiment, de percer et voir, c'est ça, percevoir, au-delà des illusions, au-delà des voiles. Et j'ai la sensation que les chansons peuvent être un peu un refuge, oui, on doit conclure, mais c'est un peu ça que j'ai gardé, que les chansons et vos poèmes sont un univers de refuge dans lequel il est possible d'exister malgré la réalité et la souffrance du monde. Donc je dirais que voilà, j'ai en face de moi un homme qui vraiment s'autorise à œuvrer pour l'expansion de l'être en direction du meilleur. Alors je vous remercie Yves Dutheil. Merci à vous pour ce superbe portrait, je suis très flatté. Et je dirais juste pour conclure, je suis d'accord avec vous, et le mot respect, respect, c'est second regard. C'est ça. On regarde les gens pour ce qu'ils paraissent être, un SDF, un intermittent du spectacle, un immigrant, etc. Or, en réalité, quand on regarde les gens pour la deuxième fois, on les voit tels qu'ils sont pour eux-mêmes. Et c'est là qu'on commence à les respecter. Tout à fait. Merci Nathalie pour cette précision. Daudrieux. Merci Yves Dutheil d'avoir été avec nous cet après-midi. C'était un merveilleux temps suspendu qu'on va devoir malheureusement décrocher à présent. Eh oui, la fête est finie. C'était chouette d'être avec vous. Et on entend la chanson des Justes. La chanson des Justes, oui. Vous avez vu juste derrière. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était absolument gracieux et merveilleux de vous recevoir. Je rappelle 16 CD, le coffret intégral chez Bayard Musique, ainsi que Chemin d'écriture, c'est l'intégrale des chansons parues à l'Archipel, avec l'intégralité de vos textes que vous avez commentés selon les époques, selon les chansons. Et on retrouvera
toutes ces chansons, peut-être pas toutes évidemment, mais une majeure partie d'entre elles, vendredi soir, le 19 mai, aux Folies Bergères. Un grand et le moment 2 que novembre également. Oui, on a aussi le 2 novembre qui se profile un peu plus loin. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Ce soir, ça reste entre nous, David Revaud d'Allonne à 21h et demain, Cyrielle avec Nathalie Lévy. Merci.